Bonjour à tous, bienvenue dans le webinaire Intelligence artificielle, réussir son intégration dans les équipes. Question rituelle, est-ce que quelqu'un dans le chat peut nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, hein, c'est une grande question habituelle. Donc, est-ce que vous nous voyez, est-ce que vous nous entendez? Et comme ça, on va pouvoir démarrer nos échanges. Donc, allez-y. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Oui, tout va bien. Merci Rémi. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire dans lequel on va échanger, vous présenter, partager des éléments sur l'intelligence artificielle et ses effets et ses impacts dans les équipes. Et volontairement aujourd'hui, on a choisi, contrairement à beaucoup de webinaires en ce moment super intéressants, de ne pas intervenir sur quelle IA, etc., mais comment on va réussir son intégration dans les équipes. Je suis Jérôme Boquet, je dirige Ecos Concept et nous avons aujourd'hui un invité qui va se présenter juste après, qui est Philippe Bourgeois. Alors, en quelques mots, Ecos Concept, notre action depuis très longtemps, c'est de renforcer la capacité des acteurs et on voit bien à gauche les sujets sur lesquels on est sollicité en ce moment, hein, et réussir les projets, les transformations, renforcer les formateurs internes, réussir ses priorités dans un monde qui bouge. Tout ça, c'est impacté par l'intelligence artificielle. Et pour ceux que ça intéresse, et c'est un sujet sur lequel on ne va pas aller trop dans le détail dans ce webinaire, c'est le 5e webinaire d'Ecos Concept sur Webikeo. Les 4 précédents tournaient autour de la transformation et de l'accompagnement. On a bien comment aider ses collaborateurs à prioriser dans un monde qui bouge. Et si on veut réussir les changements, il faut de la bande passante. J'ai ensuite abordé les clés pour renforcer la résilience et on va en avoir besoin dans le monde qui arrive. Le 3e webinaire, c'était accompagner les managers pour passer du manager hybride au manager adaptatif. Et enfin, le dernier, c'était renforcer la proactivité et l'autonomie des équipes dans le cadre de changements. Donc, si ça vous intéresse, allez plus loin. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on travaille sur l'intégration des IA dans le quotidien des équipes, hein, et on verra que sinon, il y a un risque qu'il y ait quelques early adopters qui y vont. Mais l'important, c'est l'ensemble des équipes. Alors, tout au long du webinaire, posez vos questions, partagez vos attentes, des points particuliers. On y répondra au fil du webinaire et aussi à la fin. Et maintenant, je laisse la parole à notre invité, Philippe Bourgeois. Philippe, c'est à toi. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous ce matin. Alors moi, je suis consultant et coach. J'interviens dans les contextes de transformation sur des thématiques extrêmement larges et j'ai 3 piliers dans mes interventions qui sont finalement les 3 piliers dont on a besoin pour conduire le changement. Et le tout premier, c'est de mobiliser, parce que s'il n'y a pas une énergie mobilisatrice, eh ben, le changement ne peut pas se passer. Aligné parce que si on regarde part tous dans la même direction, si on n'a pas une vision partagée de l'objectif, ça ne marche pas non plus. Et puis structuré parce que si on ne s'organise pas correctement, si on ne définit pas des règles du jeu, une manière de travailler et des rôles, ça ne marche pas non plus. Voilà. Et donc, moi, l'IA est un sujet que je trouve absolument passionnant parce que c'est un sujet qui n'est absolument pas figé, qui est en plein essor. Et donc, la vraie question qu'on a, c'est comment on va l'intégrer concrètement dans l'organisation. Alors, on pourrait même dire qu'il y a 2 sujets ou 2 challenges. Le premier, c'est de choisir des IA au niveau de l'organisation. Pourquoi? Parce que il n'y a pas que ChatGPT, il y a des IA généraux et puis il y a des IA de spécialité et donc lesquels on choisit d'intégrer et qui peuvent être donc soit des IA que vous choisissez, mais ça peut être aussi des IA qui sont intégrées dans les applications que vous utilisez, puisqu'il y a de plus en plus aujourd'hui de prestataires qui intègrent l'IA dans leurs applications. Et donc, l'enjeu, c'est comment je vais installer ces IA pour que soient utilisées comme l'organisation le souhaite, comment je vais standardiser les pratiques, hein, que ce soit pas, et comme le disait tout à l'heure Jérôme, qu'il n'y ait pas quelques early adopters et c'est tout.
Et puis, le troisième enjeu, c'est engager les équipes, parce que c'est bien de définir des choses à faire, mais si derrière, il n'y a pas l'engagement des équipes, ça ne fonctionne pas. Alors, pour commencer, on avait avec Jérôme envie de vous poser cette question, c'est où est-ce que vous en êtes de l'intégration de l'IA dans votre organisation? Alors, vraiment en quelques mots, est-ce que, il y a rien de structuré pour le moment, rien n'est fait? Ou alors, peut-être que, voilà, ChatGPT est généralisé, peut-être que vous avez une IA par-ci par-là. Où est-ce que vous en êtes? Pas structuré pour le moment, Céline, OK. Alors soit on y a choisi, soit on y a, intégré déjà des logiciels que vous utilisez. Pas de règle actuellement. Un premier copie l'IA se lance chez nous dans 2 semaines. Ah, très intéressant, très intéressant. Donc peut-être la première pierre sur, quelle IA et comment l'intégrer. Un projet pour un futur poste, j'anticipe, effectivement, ça a du sens, Sophia. Que de la RPA, OK, rien en place aujourd'hui. OK, bon, ça me surprend pas tellement en fait, hein, parce que dans ce que je vois, il y a aujourd'hui, de ce que j'observe, moi, pas d'approche, qui soit structurée. Alors moi, je pense que c'est important d'avoir une approche spécifique, une démarche spécifique et brièvement, en fait, les avantages qu'on peut avoir, c'est déjà d'identifier l'ensemble des IA de l'organisation. Ça peut paraître bête, mais quels sont les IA choisis? Et puis, quels sont tous les IA que l'on a dans l'organisation avec les logiciels externes qui sont déjà installés et pour lesquels les prestataires ont commencé à créer des IA. Ensuite, on a perdu le partage, non? Ça marche. Ok, c'est revenu. Non. Tu cliques une fois. C'est les joies du direct. Il faut que tu valides, je crois. J'avance. Ok. Ensuite, il y a une chose qui est, moi, je trouve fondamentale. C'est bien d'utiliser de l'IA, mais ce qui est important, c'est de factualiser les bénéfices qu'on attend de cette IA. Parce que l'utilisation en tant que telle, si on n'est pas capable de dire, voilà, ça me fait gagner du temps, ça me fait gagner de l'argent, de le factualiser, eh ben, il y a potentiellement des risques de temps perdu, hein, tout simplement. Donc, le troisième point, c'est définir les modalités d'utilisation cible. Vous pouvez avoir un IA qui va être utilisé de 30, 50 manières différentes si on ne définit pas le bénéfice. Voilà ce qu'on en attend, voilà comment on veut que ce soit utilisé. Et là, de manière à standardiser le plus possible. Et puis, ensuite, il faut embarquer les équipes. Il faut leur expliquer pourquoi cette IA est important, ce qu'il va apporter à l'organisation, pourquoi au niveau de chaque personne, il y a un bénéfice pour l'environnement et pour la personne, de manière à ce qu'il y ait un engagement sur l'utilisation des IA. Et donc, au final, permettre à l'organisation de tirer le plus grand profit de l'IA en ayant vraiment choisi là où il y avait du sens de passer du temps. Alors, on va commencer par un petit état des lieux sur les IA, parce que c'est un peu la nébuleuse pour beaucoup, et c'est très évolutif comme on le disait. Ensuite, on vous présentera les 5 étapes pour réussir l'intégration opérationnelle, mais vraiment de manière très pragmatique dans les équipes, comment on fait pour intégrer l'IA. Et si on a le temps, on fera quelques cas clients, mais en termes de timing, on sera peut-être un petit peu juste. On va voir. Et puis, on parlera du pilote et des prochaines conférences. État des lieux de l'IA, c'est Jérôme qui va poursuivre. Bon, je vais présenter quelques éléments. Donc, si on regarde, hein, il y a effectivement de nombreux bénéfices qui sont apportés par l'IA. Hein, si on regarde, on est au début d'un parcours. Il y a plein d'éléments qui sont lancés. Moi, j'appelle ça, c'est la ruée vers l'or.
hein, c'est tout le monde s'emballe et à juste titre. Et on voit qu'il y a plein de bénéfices. Mais ce qui est intéressant, c'est de prendre un peu de recul. Et je suis allé chercher chez Gartner. Alors, Gartner est connu pour son cycle de la hype, son cycle de l'effet de mode, hein. Au début, on ne connaît pas, puis ça a l'air bien, puis c'est génial, c'est formidable. Puis finalement, on se rend compte que c'est pas si terrible que ça. Et finalement, si ça n'a pas été évacué durant le cycle, on se rend compte que bien utilisé, ça peut être efficace. Et si vous regardez, alors je vous ai mis le lien, vous pourrez cliquer quand le support vous sera partagé. L'IA générative, d'après Gartner en 2023, est tout en haut, hein. C'est est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, qu'est-ce que ça va donner? Et on voit bien, comme le disait Philippe, il y a les IA génératives, il y a les autres IA, mais il y a surtout toutes les applications qui vont arriver avec de l'IA intégrée, hein. Et on voit bien Microsoft, on voit bien tous ces outils qui vont intégrer de l'IA, et c'est ça qui va énormément percuter, hein, impacter les équipes. Et alors là, je suis allé chercher sur le site de Gartner, ils précisent bien. Alors, ils font de la prévision, hein, hein, ils préfèrent de la prévision à 2, 3, 4, 5 ans, c'est le meilleur moyen de se tromper. Mais d'après eux, hein, d'ici 2025, il y aura effectivement 70% des entreprises qui auront identifié l'importance de l'utilisation durable, c'est important cet aspect durable, de l'IA. Il y aura effectivement la nomination d'un responsable IA. Alors, est-ce que ça sera un techos? Est-ce que ça sera un opérationnel? Est-ce que ça sera quelqu'un des ressources humaines? On verra bien. Il précise aussi que, et c'est un point important, hein, 30% des messages marketing seront générés de manière synthétique alors que c'est 2%. Mais si finalement une IA envoie un message à une IA qui reçoit le message, quel sera l'intérêt d'envoyer des messages marketing? Et d'après eux, jusqu'en 2026, il n'y aura pas d'effet à part quelques cas particuliers. Par contre, ce qu'ils anticipent, hein, c'est qu'il y a des risques d'IA sans surveillance qui feront perdre 100 milliards de dollars, et puis que ça peut créer des nouveaux emplois, hein, ça peut créer de nouveaux emplois, mais ça va aussi en percuter un certain nombre, hein. Je regardais un webinaire, par exemple, ceux qui font les voix off, ceux qui traduisent des vidéos, etc., avec les nouveaux outils, ça peut être disrupté. Donc finalement, l'avenir reste à ouvrir, mais on ne peut pas ne pas en tenir compte. Donc je vous propose qu'on voit maintenant la démarche qu'on a, Philippe et moi, formalisée, qui vient de la pratique, et je te redonne la main, Philippe, à toi. Alors, revenons un peu à vous. Est-ce que vous avez commencé à identifier les IA choisies par votre organisation et les IA intégrées? Est-ce que vous avez déjà cette vision d'ensemble des IA qui sont présents au sein de votre organisation? Si vous pouvez répondre dans le chat. Pas encore. Bonjour Anoula. Et oui, Jérôme, le support sera partagé après le webinaire, vous le recevrez de manière automatique. Non, 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 pas encore, pas encore. Oui, nous utilisons synthesia.io pour nos formations e-learning. OK. Juste ChatGPT et Google qui démarrent. Oui. Oui, pour Gérard. Selon les métiers, les intérêts ne concordent pas. Oui, pour Jean-Paul. Ça commence. OK. Eh ben, c'est un super point d'avoir déjà cette vision d'ensemble de à la fois ce qui est choisi et puis de ce qui est intégré déjà dans les applications. Alors, nous, on propose en fait donc 5 étapes en fait pour réussir l'intégration opérationnelle dans les équipes. C'est d'abord de faire, pour ceux qui l'ont pas fait, hein, un état des lieux et les perspectives immédiates. Donc l'état des lieux de ce que vous avez aujourd'hui, et puis surtout comme ça va assez vite, de se dire bah tiens, je sais que chez tel fournisseur il y a ça qui est en développement, donc il y a ça qui devrait arriver dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Il y a un IA externe indépendant d'une appli qui est en création et qui devrait être fort utile pour nous. Donc voilà, c'est vraiment de faire un état des lieux de ce qu'on a aujourd'hui et de ce qui est en train d'arriver. Ça, c'est la toute première étape. Alors, je suis rentré un petit peu dans l'état d'objectifs, moyens, livrables. On n'a pas énormément de temps. Donc, si ça vous paraît un petit peu rapide, vous regarderez sur le replay, vous mettrez un arrêt sur image. En fait,
on ne peut pas faire évoluer quelque chose standardisé si on ne commence pas par faire cet état des lieux. Donc ça, c'est relativement simple. C'est quelques réunions en interne avec les responsables des processus métiers, des investigations sur les IA choisies et intégrées, et puis évidemment investiguer quelques investigations sur les développements en cours. Une fois qu'on a fait cet état des lieux et les perspectives immédiates, ce qui est essentiel, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est quel est l'impact métier en termes de bénéfices. Qu'est-ce qu'on peut attendre comme bénéfice, comme valeur ajoutée de ces IA sur les métiers? Et il peut y avoir des très, très grandes différences. Avec une même IA, vous pouvez avoir des bénéfices très différents d'un métier à l'autre. Donc là, l'idée, c'est vraiment de rentrer dans les détails, de prendre les différents processus métiers et de se dire, bah, tiens, sur ce processus métier, en utilisant tel IA, voilà ce qu'on peut attendre comme bénéfice, qui va être un gain de temps, un gain d'efficacité, un gain financier, euh, un gain, une capacité à modifier les ressources pour qu'elles soient utilisées plus intelligemment ou plus efficacement. Et donc, pour ça, il y a besoin d'échanger avec les responsables des processus métiers, éventuellement quelques opérationnels, parce que il n'y a rien d'elle que de discuter avec les gens du terrain pour comprendre, pour avoir vraiment une compréhension fine des besoins et évaluer quel peut être le bénéfice précis de l'IA. Et à nouveau, je pense que c'est un gros point de vigilance, c'est surtout de ne pas se précipiter sur les IA. Moi, ma conviction, c'est qu'il y a moyen de beaucoup perdre de temps aussi avec l'IA. Donc, avant de se précipiter sur de la standardisation avec un ou plusieurs IA, il faut d'abord avoir défini ce qu'on attend de cette IA. Voilà. Et le livrable, c'est évidemment des bénéfices attendus pour chaque processus métier. Et là, un même IA peut vraiment avoir des bénéfices bien distincts selon les processus métiers. Une fois qu'on a défini ou identifié ce que pouvaient apporter ces IA au niveau de chaque processus métier, eh ben, il faut définir la manière de l'utiliser. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que la nature est ainsi faite, on a chacun notre logique, chacun notre vision des choses. Si on ne définit pas la manière dont il faut fonctionner, eh ben, vous aurez des manières, des utilisations qui sont très différentes et donc des bénéfices qui seront particulièrement différents. Donc, il faut définir la manière dont chaque IA doit être utilisée pour chaque processus métier. Et donc, ce même IA, compte tenu du fait que les bénéfices sont différents, la manière de l'utiliser également peut être tout à fait différente. Donc, pour chaque processus métier, on va dire, bah, tiens, tel IA, voilà la manière dont il doit être utilisé pour obtenir le bénéfice attendu. Voilà. Et ça, c'est important de le factualiser. Et ça se fait avec les responsables des processus métiers, éventuellement avec quelques opérationnels pour être sûr qu'on ait la connaissance terrain. Et ça permet d'avoir une cartographie des processus métiers qui intègre l'utilisation des IA que vous avez choisis ou qui sont déjà intégrés dans vos applis. Une fois qu'on a standardisé, le sujet clé, c'est d'embarquer. Et donc pour ça, on va évaluer l'impact humain et je peux vous assurer qu'il ne faut pas le sous-estimer, hein, même si tout le monde a conscience que l'IA est un sujet important, il y a une différence entre comprendre que c'est important et puis s'engager. S'engager sur un sujet qui est nouveau, et qui peut être perturbant en fait pour beaucoup de gens, et ben c'est pas facile, donc il faut le mesurer. Alors nous, on utilise, on a une certification en conduite du changement. Là, je vous montre le canevas qu'on utilise en fait avec les principales étapes. En à gauche sur la partie préparation, pourquoi les objectifs du projet, donc l'intégration de ces IA, comment les personnes sont impactées, on va utiliser différents outils pour comprendre si c'est un risque faible, moyen, élevé,
peut-être qu'il y a des processus métiers qui vont être beaucoup plus impactés que d'autres, où on va se dire, bah, tiens, là, sur ce processus métier, l'IA, ça va être une vraie révolution, ça va faire gagner un temps considérable. Donc, bah, potentiellement, ça peut aussi changer de manière significative leur manière de travailler. Et donc, si c'est le cas, il faut proportionnellement avoir des actions dimensionnées pour accompagner ce changement. Voilà. Et ensuite, on va créer ce qu'on appelle un plan de conduite du changement qui permet aux personnes de comprendre pourquoi il y a besoin de changer, comment ça va se passer, d'être rassurés sur le fait qu'ils sont accompagnés et que cette mise en œuvre se fasse de manière fluide et la plus rapide possible, et surtout en embarquant tout le monde. Parce que le risque, en fait, de ne pas avoir une approche comme celle-là de conduite du changement, eh ben, c'est d'en avoir beaucoup, beaucoup sur le bord de la route. Et s'il y en a qui sont beaucoup sur le bord de la route, non seulement on n'a pas les bénéfices attendus qu'on escomptait, et puis par ailleurs, on a un risque de retour en arrière parce que ça peut créer des distorsions en interne. Et ceux qui ont commencé à utiliser l'IA peuvent se dire, bah, tiens, les autres n'utilisent pas. Voilà. Et ça c'est un risque important quand on n'utilise pas la conduite du changement. Voilà. Et là, pour évaluer cet impact humain, on le fait avec les responsables de processus métier. Alors, Et le un des livrable, sujets, un des sujets importants qu'on remarque à cette étape-là, c'est la nécessité de renforcer les acteurs qui vont mener les changements, mener le changement, vivre le changement, accompagner le changement. C'était déjà un sujet d'actualité, encore plus actuellement, parce qu'on ne peut pas demander à des personnes de mener des changements si elles-mêmes n'ont pas de recul sur leurs pratiques, ne se sont pas appropriés les éléments. Hein. Se méfier de la personne qui adore l'informatique, dont c'est le métier, qui adore les IA, et qui va pas forcément traduire ça en qu'est-ce que ça implique pour les personnes que je vais accompagner. merci pour cette précision, Jérôme. Euh, voilà. Et évidemment, la mise en œuvre et la mesure de résultats, c'est pas parce que on a prévu des actions d'engagement et d'accompagnement des équipes que on a le résultat escompté. Donc, ça se pilote. Ça va être la célébration sur ce qui fonctionne bien, ça va être la mesure de ce qui fonctionne un petit peu moins bien, et puis toutes les actions d'ajustement qui vont permettre d'avoir les bénéfices attendus qu'on a mesurés au démarrage du processus qu'on vous a présenté. Voilà, et c'est une étape qui est absolument fondamentale en conduite du changement. Elle est assez peu utilisée. On a tendance à passer d'un changement à l'autre, et le risque de ne pas mesurer la mise en œuvre et les résultats, c'est d'avoir un changement qui ne soit que partiel, et donc avec des bénéfices qui sont également très partiels. Voilà, j'ai été un petit peu rapidement parce qu'en fait, j'escomptais un dépassement d'horaire considérable. J'ai pas trop parlé, hein, c'est pour ça. Hein. Oui, c'est vrai que tu as été très, très raisonnable, Jérôme, et comme je l'ai été aussi, finalement, on a du temps. Alors, est-ce que déjà par rapport à ce qu'on vous a présenté, à ces étapes, est-ce que vous avez des questions ou des remarques par rapport à ce qu'on vient de vous présenter, et après on ira sur des cas clients? Vous pouvez nous dire aussi si c'est quelque chose que vous avez déjà démarré, c'est quelque chose qui vous parle ou pas? Bon, ils sont timides, Jérôme, ce matin. Ben oui, tu vois, tu as tellement bien parlé que tout le monde, voilà, ça y est, ça arrive. Alors, est-ce que vous pourriez revenir sur la conduite du changement, critère 4? Oui. Alors, je lis les questions et puis après, on va revenir. Quels sont les indicateurs de mesure de résultats à prendre en compte? OK. Est-ce vraiment différent du marketing automation? OK. Euh,
pour moi, c'est assez parlant. Dans l'implantation, je veux dire, OK. OK, tu veux répondre à Sylvie sur, on parle des IA au pluriel? Revenir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure et puis moi, je reviens après sur le plan de Oui, conduite du changement. l'intelligence artificielle, c'est pas récent. Il y a différents types d'intelligence artificielle et quand on regarde les spécialistes, pour eux, c'est pas une nouveauté. Ce qui a été nouveau, c'est le modèle d'OpenAI avec ChatGPT qui a rendu gratuit il y a à peu près un an son modèle avec ChatGPT 3.5 qui a fait que c'est devenu grand public et que maintenant, avec la version gratuite, on peut y aller et en payant 20 $ par mois, on peut aller beaucoup plus loin. Mais quand on parle des IA, il y a déjà beaucoup d'IA. Les chatbots dans les sites Internet, c'était déjà de l'IA sommaire, sauf que maintenant, on peut avoir de l'IA conversationnelle qui va pouvoir créer et générer une conversation. Sauf que, bah, à un moment donné, l'IA, si elle n'est pas supervisée, contrôlée, hein, si vous servez de ChatGPT pour créer un contenu de formation et que vous ne regardez pas, vous risquez d'être extrêmement surpris par les erreurs, les mauvais choix ou autres, hein. Donc, on a bien des IA. Quand on parle d'IA, c'est comme si on parlait de la communication, c'est comme si on parlait de la formation, hein. Voilà. Et il y a, c'est vraiment important de le comprendre, il y a des IA qui sont plutôt, généraux du type ChatGPT, mais il y a des Bard, IA de etc. spécialité. Hmm. Les IA de spécialité dont l'objectif est, ben, d'apporter de l'intelligence artificielle sur un périmètre qui est donné. Voilà. Alors, Alors si je prends l'exemple de la formation, il y a maintenant beaucoup d'outils, il y a Canva, il y a WooClap qui étaient utilisés en formation, qui intègrent des éléments d'intelligence artificielle pour aider à faire des quiz, pour aider à faire des choses comme ça. je reviens maintenant sur la partie conduite du changement. Heu, c'est vraiment une étape clé, en fait. C'est quel que soit le changement et là, c'est pas spécifique à l'IA, mais vous pouvez pas avoir de mise en place effective, sans conduite du changement. Et la conduite du changement, la vocation, en fait, de la conduite du changement, il y a 3 objectifs. La première, c'est d'aller, le plus vite possible dans le changement parce que plus on va vite dans le changement, bah, plus vite on a le retour sur investissement. Le deuxième objectif, c'est d'avoir 100 des personnes impactées qui soient engagées dans le changement et si on n'est pas vigilant, vous en aurez 10, 20, 30, 40, mais vous aurez jamais la totalité. Et puis, le troisième objectif, qui est essentiel, c'est de l'efficacité. C'est qu'il faut non seulement qu'il y ait 100 des personnes impactées qui utilisent le changement, mais il faut que ce soit utilisé correctement, parce que si ce n'est pas utilisé correctement, on n'a pas les bénéfices attendus. Voilà. Et donc, d'où l'importance à la fois de standardiser, c'est ce qu'on a vu dans les processus un petit peu avant, et l'importance d'expliquer, de prendre le temps d'expliquer pourquoi il y a ce changement, comment ça va se passer, et d'accompagner la mise en œuvre de l'utilisation de ces IA. Ça passe par la formation, mais pas que. Ça peut être de l'accompagnement également opérationnel. Et surtout en matière d'outils, hein, moi j'ai des exemples de casseroles monumentales en matière d'utilisation de CRM, par exemple, et de RP. C'est des sujets outils, mais c'est des choses qui sont éminemment compliquées parce que ça induit derrière des changements de comportement vraiment importants. Et c'est la même chose avec l'IA. Si demain, on demande à certains processus métiers d'utiliser des IA dans leur quotidien et que ça change significativement leur manière de faire, eh ben, on ne peut pas leur dire, bah, écoute, tiens, voilà l'IA que tu dois utiliser, débrouille-toi. Il faut prendre le temps d'expliquer, accompagner et puis surtout expliquer comment l'IA doit être utilisée. Et passer par l'étape d'identifier les bénéfices, de déterminer le processus, c'est-à-dire comment l'IA est utilisée, et ensuite accompagner pour que ce soit standardisé, c'est finalement le seul moyen de s'assurer qu'on va avoir les bénéfices attendus dans l'utilisation de ces IA.
Si vous voulez plus d'informations sur la partie conduite du changement, moi j'ai un cycle de conférences sur la conduite du changement. Donc j'ai une certification, là, le 8 et le 9, sur la conduite du changement. Vous pouvez prendre contact avec moi. Il y a des réunions d'information sur la certification conduite du changement, si le sujet vous intéresse, et sinon sur ma chaîne YouTube. Et puis, vous verrez ma prochaine conférence sur comment installer la conduite du changement. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Le prochain webinaire que je vais animer, ça va être sur la réussite des projets. Donc, je reviens sur quels sont les indicateurs de mesure de résultats. Euh, je vais caricaturer un petit peu, mais quelquefois, le projet, c'est de déployer la solution technique. Et si on est sur déployer l'IA, euh, les indicateurs, ça va être quoi? Ça va être le déploiement de l'outil, mais surtout, est-ce qu'on a atteint les résultats qu'on attendait? Et on peut très bien déployer une IA sans atteindre les résultats, mais il y a aussi comment les personnes se sentent dans cette transition. Est-ce qu'elles sont engagées ou pas? Donc, on a bien trois niveaux: la réussite de la solution, les atteintes de l'objectif et les personnes dans cette démarche. Or, beaucoup de projets, c'est la solution technique, la nouvelle organisation. Et si on déploie, enfin, il y a eu dans le passé des outils collaboratifs qu'on déployait. Moi, je connais aucune organisation qui soit devenue plus collaborative en déployant un outil collaboratif. C'est pas suffisant. Alors, autre point qui était posé. Alors, on est vraiment sur un sujet où chaque jour il y a des nouvelles informations. Vous voyez, il n'y a pas encore très longtemps, il y avait ChatGPT, il y avait Midjourney qui faisait des visuels, il y avait Dali qui faisait des visuels, et maintenant dans ChatGPT, on peut commencer à réaliser des images. Il y a tous les jours des nouveautés qui arrivent. Et c'est un peu comme quand on achète un ordinateur. Si on essaie d'avoir le plus récent, le plus moderne, on l'achète jamais. Il vaut mieux se dire de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui sera utile, et puis de partir de ça. Parce qu'après, je vois qu'il y a plein de questions sur enfin, il y a des personnes à suivre qui, elles, sont dans avancer dans le brouillard. Là, aujourd'hui, on travaille plutôt sur comment accompagner les personnes qui, effectivement, peuvent être perdues. Et il y avait une question qui était sur quelle solution, comment faire quand il y a de la résistance. Mais c'est normal de résister. La bonne question, ou de la réticence, la bonne question, c'est quelles sont les différentes causes et comment on peut faire pour que les personnes rentrent progressivement dans ce changement, ni aller trop loin, ni finalement prendre trop de retard pour qu'après la marche soit trop grande à combler. Ma dernière conférence, il y a 2 semaines, était sur justement la gestion des résistances. Donc vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube. Et la résistance, il y en a tout le temps. Peut-être une précision aussi, Sophia, par rapport à la confidentialité d'entreprise. Alors certaines organisations, en fait, ont un IA intégré, qui est fermé parce que justement, ils veulent pas nourrir les IA, publiques ou externes avec, justement tout le savoir de l'entreprise. Et moi, j'ai eu le cas la semaine dernière, j'avais un séminaire d'entreprise, il y avait le témoignage d'un client. Bon, c'était une grosse organisation qui fait 2,5 milliards et demi, et ils ont un IA propre et qu'ils utilisent uniquement pour leur organisation, parce que effectivement, le sujet de confidentialité est un sujet essentiel. Et par rapport aux différentes questions que je vois sur où est-ce qu'on peut trouver une liste plus ou moins exhaustive des IA, ah ben écoutez, bonne question, cher monsieur. À ce stade, la liste n'existe pas. Ah bon, l'avantage, c'est que avec les outils Internet, voilà, on peut quand même arriver à trouver l'information, mais il faut chercher. Alors, c'est l'IA sur un environnement particulier, et il faut fouiller. Peut-être suivre certaines personnes qui sont assez branchées IA. Donc nous, on a un vernis IA, mais notre vocation est plus sur comment on met en œuvre, hein. Donc on n'est pas des experts de contenu, on est des experts sur la mise en œuvre opérationnelle des IA et d'autres choses, hein, mais voilà. Si on regarde l'histoire lointaine, quand l'automobile a démarré, il y avait 200, 300, 400, 500 constructeurs automobiles. Puis au bout d'un moment, il y en a eu quelques-uns. Si on regarde durant la Covid-19 et juste avant, tous ceux qui présentaient des solutions de classe virtuelle de visio. Et puis à un moment donné, Microsoft est arrivé avec Teams, Google est arrivé avec Meet.
Et on peut dire il reste quelques acteurs, mais la majorité des organisations, et c'est normal, on fonctionne différemment quand on est seul ou quand on avance sur son sujet de ce que l'on va déployer au sein d'une organisation et qui doit être robuste, hein. Ne pas confondre les quelques personnes dont le métier va être d'aller sur des IA très perfectionnés de l'ensemble des collaborateurs. Je vois, est-ce qu'il y a des informations concernant l'utilisation de l'IA dans le domaine du BTP? L'utilisation dans un bureau d'études, l'utilisation sur un chantier, l'utilisation sur les process internes de facturation, etc., va être très différente. Mais je pense qu'effectivement, on aura assez rapidement, dans tout ce qui est bureau d'études, recherche ou autre, l'utilisation de l'IA. Mais comme le disait Philippe, si vous mettez des informations en ligne, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez que vos concurrents, surtout anglo-saxons, voire américains, y aient accès, hein? Donc, il y aura cette réflexion. OK. Et puis, Michel, par rapport au marketing automation, on est vraiment sur autre chose, en fait. Parce qu'en marketing automation, vous programmez, vous faites une demande spécifique, vous dites voilà exactement ce que je veux qu'il se passe en fonction des contextes. Alors que en IA, que ce soit choisi ou intégré, le champ des possibles est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vaste. Donc, ça a besoin d'être préparé. On avance sur les cas clients. Ouais. Alors là, on est sur un cas client qui est en cours de mise en place. Donc, on est sur une société industrielle qui est dans l'acier, qui fait 400 personnes. On a identifié 12 IA corporate et intégrées. Et c'était amusant, en fait, parce qu'ils ont été assez surpris. En fait. Ils ont découvert des IA sur certaines applications, alors sur 2 applications qu'ils utilisaient déjà. Et puis, ça a permis de lister 20 bénéfices métiers. Donc, il y a 8 processus métiers principalement sur lesquels ils se sont dit, bah, tiens, là, oui, à tel endroit, à tel moment, cette IA, voilà ce qu'il peut apporter. Donc ça, on l'a modélisé, en fait. On dit, voilà le bénéfice qu'on attend sur chacun de ces processus métiers et voilà comment doit être utilisé l'IA. Et donc là, c'est en train d'être mis en place. Donc les bénéfices, on verra dans quelques semaines et dans quelques mois quel est le ROI de cette action et l'efficacité. Est-ce qu'on a l'efficacité complète qu'on escomptait? Jérôme? Moi, je vais revenir sur une direction. Alors, une direction formation, mais on dit maintenant beaucoup learning et développement. Et on se rend compte qu'actuellement, le domaine de la formation, hein, est extrêmement impacté par l'IA. C'est pour ça que j'ai mis Big Bang KO, avec dans certains endroits une très grande pratique de déjà des outils Internet et puis de quelques IA, et dans d'autres parties de cette organisation, hein, pas du tout. Et on menait même à l'âge de pierre ne serait-ce que de la pédagogie, hein. On en est encore à des présentations PowerPoint ou à des vidéos descendantes. Donc, ce qui est important, c'est pas de dire tout le monde va passer sur l'IA, mais de regarder en quoi ça va aider les différents acteurs. Et on a d'un côté la conception de formation, mais si finalement on se sert de l'IA pour concevoir une formation, on risque d'agréger des contenus à faible valeur. Donc, comment on va accompagner les concepteurs de formation sur le fait de se servir de l'IA ou des IA, que ce soit dans la conception, dans la préparation de support. On a après les personnes qui animent. Après tout, leur posture pédagogique doit évoluer, hein. Avant, enfin, il y a encore des formateurs qui considèrent qu'il faut dire tout ce qui est disponible. Non, c'est comment je vais me servir de l'IA dans ma pratique. Et puis, il y a aussi l'accompagnement des apprenants. Et on voit maintenant beaucoup de discours sur on va apprendre grâce à l'IA. Enfin, ça fait quand même des siècles que les bibliothèques existent. Il y a des personnes qui vont dans les bibliothèques et c'est pas pour autant qu'elles sont submergées de demandes. Et il suffit pas de regarder un contenu pour apprendre. Et donc, on a bien cette réflexion. Donc, on a en même temps, ça percute à différents niveaux. C'est en cours de mise en place, mais ce qui est important pour cette organisation, hein,
C'est de se dire comment on fait en sorte que tout le monde passe et pas simplement quelques personnes qui sont plutôt en avance de phase et qui, tous les 2, 3 jours, amènent un nouvel outil génial. Hein, et donc, on est vraiment sur cette réflexion, mais en même temps, ça peut être super intéressant parce que ça va permettre de gagner du temps sur des moments à faible valeur ajoutée. Faire un quiz, hein, pour ceux qui ont fait des quiz, un quiz, une vingtaine de questions, les 2 premières, c'est sympa, les 3 suivantes, ça va, les 15 dernières, c'est affreux. Bah, ChatGPT ou autre peut vous permettre de créer 20 questions assez rapidement. Par contre, il faut les relire et les améliorer parce que c'est une intelligence artificielle générative, c'est-à-dire qu'elle choisit le mot après, mais elle est incapable, enfin, elle n'a pas d'intelligence réelle. C'est un humain qui va dire, OK, cette question-là est intéressante, tiens, il manque ce sujet-là. Mais dans le monde de la formation, ça a un impact énorme. Alors peut-être pour répondre à non sur la confidentialité. La confidentialité, on ne peut pas dire qu'elle est compromise. Par contre, Mm. ce que vous allez faire avec un IA externe, c'est que vous allez nourrir cette IA avec toutes vos questions. Et donc, vous donnez une information sur vos centres d'intérêt. Et c'est en ça que ça peut être, ça peut être un risque, en fait, pour une organisation qui fait de la recherche ou qui investigue de nouvelles voies, eh ben, de renseigner l'IA. Et derrière l'IA, c'est une information qui peut être commercialisable. Et donc, en cela, on peut considérer que la frontière de la confidentialité peut être effectivement compromise. Alors, il nous reste quelques minutes. Nous, notre recommandation, on est très très favorable aux pilotes quand il s'agit de démarrer des choses un petit peu nouvelles. Surtout pas de Big Bang ou le moins de Big Bang possible. Mais plutôt de choisir un pilote sur un périmètre restreint. Alors, les critères, en fait, pour faire un pilote, c'est un périmètre qui soit restreint, donc pas trop de. Voilà, ça peut être 50 personnes, 100 personnes, 200, et on le fait un modèle test and learn. Voilà. Évidemment, il faut qu'il y ait un petit peu de disponibilité de la part du leader et des équipes. Alors, pas tout le monde, mais qu'il y ait quand même un petit peu de disponibilité pour arriver à la fois à faire l'analyse et puis derrière la mise en œuvre. Et puis, ce soit un périmètre où vous imaginez qu'il y a un gain rapide possible avec l'IA. Évidemment. Voilà. Donc, si, voilà, posez-vous la question sur ces 4 critères, et puis vous allez peut-être arriver à un périmètre. Et là, à ce moment-là, ça a du sens d'expérimenter pour démontrer qu'effectivement, eh ben, ça fonctionne bien. Alors, je voulais revenir sur un point, mais qui est valable dans tous les changements, dans toutes les transformations, c'est on a des équipes qui sont dans le run, dans la réactivité, qui sont en train perpétuellement d'être au quotidien, etc. Clairement, s'il n'y a pas de bande passante, à part de la frustration de ne pas pouvoir avancer, on ne pourra pas avancer. Donc, hein, cet aspect, prendre du recul, gérer les priorités, se donner de la bande passante, c'est vraiment un élément très important qu'on avait déjà avant l'arrivée de l'IA, mais qui va s'amplifier. Sinon, il y aura ceux qui auront avancé et ceux qui n'auront pas pu le faire. Et il y a un risque dans la même organisation d'avoir des grandes différences, des grandes frustrations et donc des réactions épidermiques. Alors, pour répondre à Philippe sur un bon IA ou un mauvais IA, oui, clairement, on peut considérer qu'il y a alors, entre guillemets, des mauvais IA. Vous avez des IA qui sont naissants, donc qui vont pas être pertinents sur les réponses parce que justement, ils n'ont pas encore assez appris. Et puis, surtout, et je pense que, moi, je pense que c'est le plus grand risque qu'il peut y avoir, c'est des IA qui sont mal utilisées, ou pas les bonnes personnes, et finalement qui génèrent beaucoup de temps, mais qui n'ont pas du tout les bénéfices qu'on en attend. D'où l'importance de déterminer les bénéfices qu'on attend d'un IA, sur quel processus métier et comment il faut l'utiliser pour pouvoir obtenir les bénéfices sur chacun de ces processus métiers. Alors, en conclusion, pour nous, le sujet,
le sujet n'est pas est-ce qu'on va sur l'IA, parce que l'IA, il arrive à pas de géant, il est là, il est autour de nous. Le sujet, c'est est-ce qu'on laisse la concurrence ou les autres s'enrichir et se nourrir avec l'IA, ou est-ce qu'on démarre une approche structurée, et je dis bien structurée, et c'est important de la structurer, de manière à ce qu'on ait une vision analytique de ce qu'apporte l'IA, et qu'on puisse se dire, bah tiens, nous utilisons l'IA parce que à tel endroit, ça nous amène ça, à tel endroit, ça nous amène ça. Et ça permet d'éviter des pertes de temps, des pertes d'énergie, et puis de potentiellement prendre de l'avance sur certains sujets, parce que l'IA est un véritable moyen de prendre de l'avance sur un grand nombre de sujets, si tant est qu'on ait une approche rigoureuse dans la manière de l'utiliser. Alors, il y a deux questions, Philippe. Est-ce que cette présentation a été utilisée à l'aide d'une IA? Non. Il y a deux humains qui ont préparé cette présentation et qui vous la montrent. Est-ce qu'il y a une méthode pour déterminer un processus et un périmètre pilote dans une organisation? Ben, je dirais il y a deux points de vue. Il y a le processus ou le périmètre qu'on ne peut pas ne pas changer avec l'IA. Et puis, il y a d'un autre côté le fonctionnement en perte acceptable, c'est-à-dire un processus ou un périmètre pilote où on sait qu'on peut tester, qu'on peut essayer des choses sans qu'il y ait un enjeu fort. Donc, on va avoir ces deux côtés. Hein, Voilà. Et la méthode, en fait, l'approche, c'est celle qu'on vous a présentée là, en fait. C'est les différentes étapes à suivre de manière structurée. Et Jérôme, effectivement, il n'y a pas d'IA dans cette présentation, et c'est tout à fait volontaire parce que notre poids d'attention, c'est comment on le met en place. Nous, on ne va pas intervenir sur le choix des IA. Ça appartient à l'organisation et à des spécialistes, et on n'est pas des spécialistes du contenu. On est des spécialistes sur comment on le met en œuvre, vraiment en mode projet. Voilà, on parle prochaines étapes. Alors, questions peut-être. Alors, on a répondu un peu au fur et à mesure. L'IA le BTP, moi je n'ai pas d'infos. Jérôme, je ne sais pas si tu en as. non, non, pas particulièrement. Pas Enfin, en tout cas, il faudrait quoi dans le BTP? Enfin, vous voyez, ça serait trop large. Alors, juste parce qu'il nous reste une ou deux minutes, donc les prochaines conférences. Donc, Philippe, toi, dans ton parcours, Alors, donc ma prochaine conférence, c'est le 8 novembre à 9 heures, et c'est installer la conduite du changement dans son le 28, organisation, qui est un le 28. sujet que, a priori, tout le monde devrait avoir parce que il n'y a pas de réussite de projet sans conduite du changement. Donc voilà, si vous voulez découvrir ou approfondir cette thématique, rendez-vous le 8 novembre, et je sais pas, peut-être qu'on mettra le lien d'inscription dans le. Voilà, ok. Alors, nous concernant Ecosconcept, le 4 décembre, moi je continue donc suite à ça, on va aller sur. Il y a beaucoup, hein, tout ce qu'on a vu va passer par des projets. Il y a souvent des méthodes, des outils, mais l'important, ça va être l'humain dans les projets. Et donc, on vous partagera nos retours d'expérience sur comment faire pour effectivement diffuser une culture opérationnelle du mode projet, hein, pour faire en sorte de réussir tous ces projets. Et quelquefois, trop de projets tuent le projet, donc on verra ça aussi. Donc, écoutez, merci pour votre présence, merci pour vos questions. Donc, le webinaire, le replay va être bientôt disponible. Vous allez avoir notre support, hein, où on a mis les principaux éléments. Si vous voulez aller plus loin sur l'accompagnement de la transformation, le mieux, c'est de contacter Philippe, avec qui je travaille. Si vous voulez plutôt aller sur renforcer dans un premier temps les acteurs, les formateurs, les managers, les tuteurs, etc., sur des aspects conduite de projet, conduite du changement, etc., c'est plutôt moi. Et on vous dit une bonne journée. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine et puis que les IA vous aident et pas l'inverse. Oui, les prochaines conférences d'Ecos Concept seront sur Webikio. Tes conférences à toi, Philippe, sont sur. Moi, sur le campus. Voilà.
Mais si vous le suivez, ce que je fais, hein, donc si vous le suivez, vous aurez ces éléments et on est tous les deux complémentaires. Merci à vous. Il est 10h19. Tu vois, on a dépassé de 4 minutes. Ah, Je pensais on est pas mauvais, hein. je pensais J'ai pas dit trop qu'on de dépasserait bêtises. plus. J'avais promis de Non, pas non, dire trop de bêtises. moi aussi. Moi aussi. Excellent. Allez, bonne Merci à vous. journée, à Bonne bientôt. journée. Au Bye. revoir. Et j'arrête l'enregistrement. 5, 4, 3, 2, 1, go. Et vous sûr de vouloir stopper le webinaire. Oui.